Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Des libérations et des grâces présidentielles annoncées en Côte d'Ivoire. 78 personnes arrêtées lors de la crise électorale de 2020 seront libérées. Réponse du chef de l'État Alassane Ouattara à une partie des demandes des anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Une frange de l'opposition malienne et une partie de la société civile émettent des doutes quant à la feuille de route gouvernementale qui fixe le cadre de la transition, mais les délais pour un retour à un ordre constitutionnel normal seront respectés, affirme l'exécutif. Et le gouvernement rwandais se dit engagé en faveur du développement de l'enseignement préscolaire qui demeure encore très peu développé dans le pays. Vous le verrez. L'Algérie face au Covid-19, une flambée des contaminations en raison de la propagation du variant Delta avec des pics records de contamination et de décès. Mercredi 4 août, l'Algérie a officiellement frôlé les 1500 cas et enregistré 34 morts en seulement 24 heures. Face à la situation, la société civile et la diaspora algérienne s'efforcent de pallier le manque. Des chaînes de solidarité se mettent en place. La diaspora achemine notamment sur place du matériel médical. 78 personnes libérées en Côte d'Ivoire, dont 9 graciés, annonce faite par le chef de l'État Alassane Ouattara dans un discours prononcé la veille de la fête de l'indépendance. Il s'agit de détenus arrêtés lors de la crise électorale de 2020, nouveau signe d'apaisement de la part du chef de l'État. Cette libération de prisonniers était réclamée par les anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Les précisions de Victoria Sedji. C'était un acte très attendu. Le président ivoirien Alassane Ouattara vient d'accorder sa grâce à 9 détenus politiques ivoiriens. Ces graciés viennent ainsi s'ajouter à 69 personnes inculpées, bénéficiant d'une liberté provisoire. C'est le chef de l'État qui en a lui-même fait l'annonce dans son message à la nation adressé ce 6 août, à la veille du 61e anniversaire de l'indépendance du pays. Ce vendredi 6 août, j'ai procédé à la signature d'un décret accordant la grâce à 9 personnes condamnées pour des infractions commises à l'occasion de ces mêmes événements. L'examen de la situation d'autres personnes encore détenues se poursuit. Dans le cadre des troubles et violences liés à la présidentielle d'octobre 2020, c'est plus d'une dizaine de membres de partis d'opposition qui ont été arrêtés puis incarcérés. Les manifestations orchestrées depuis août visaient à empêcher un 3e mandat du chef de l'État. Parmi les opposants arrêtés et déjà relâchés, le président légal du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, ou encore le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakogi-Kawe. Les personnalités qui ont été libérées hier, parmi elles, on compte le directeur des cabinets d'Henri Konan Bédié, le président du PDCI, M. Narcisse Ndri, avec un responsable politique donc du PDCI, un délégué départemental, M. Ange-Félix Ndabri, qui est par ailleurs le président des éditeurs de Côte d'Ivoire. Il en resterait encore en prison. Laurent Gbagbo avait transmis une liste d'une centaine de détenus politiques et militaires. Ces libérations ont été exigées et âprement négociées par les leaders de l'opposition comme l'ex-président Henri Konan Bédié qui avait rencontré le chef de l'État en novembre 2020. La libération des prisonniers politiques, importante pour la réconciliation nationale, était à la une ces dernières semaines, marquée par le retour au pays de l'ancien président Laurent Gbagbo, dont la rencontre avec son rival Alassane Ouattara semblait constituer le point d'achèvement. Questionnement et doute au Mali sur la durée de la transition, près d'une semaine après l'adoption du plan d'action gouvernemental du Premier ministre Choguel Maïga. En effet, de nombreuses questions restent en suspens. Beaucoup se demandent si les délais pour un retour à un ordre constitutionnel normal seront respectés. Mildred Diamou, Joël Ballot. Le retrait des troupes françaises du Mali complique le processus de transition politique. Une feuille de route du gouvernement de transition a récemment été adoptée pour tenter d'apaiser les tensions qui règnent dans le pays. Cette feuille de route devrait aider à améliorer notamment la situation sécuritaire, politique et économique du pays.
L'adoption de la feuille de route du gouvernement est une avancée importante, feuille de route qui met l'accent sur 4 secteurs majeurs prioritaires pour le gouvernement. 1. La sécurité, vous vous imaginez. 2. Les questions de réformes politiques et institutionnelles. 3. L'organisation des élections. Et puis 4. La bonne gouvernance, la réduction du train de vie de l'État et la lutte contre la corruption. Le gouvernement malien est actuellement engagé dans la refondation du pays en promouvant le dialogue, l'apaisement et le consensus. Pour les autorités, une approche consensuelle est nécessaire pour œuvrer au redressement et à la stabilité du pays ainsi qu'au rétablissement de la coopération internationale. Aujourd'hui, à la diplomatie, il y a des attentes fortes de notre pays, de notre population, parce que le Mali, comme vous le savez, est sous suspension de la CEDEAO, de l'Union africaine. Donc notre premier objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait davantage de solidarité exprimée par nos voisins, par la région et par la communauté internationale vis-à-vis du Mali, mais qu'il y ait aussi plus de compréhension par rapport aux événements qui se sont passés en août, mais aussi ce qui s'est passé récemment au mois de mai, pour que nous puissions aborder ces questions avec de réalisme, pragmatisme, et l'effort de rectification qui est en cours s'inscrit dans ce cadre-là. Des sanctions politiques, économiques et sécuritaires pèsent toujours sur le Mali depuis le putsch de 2020 et l'investiture du colonel Assimi Goïta comme président le 7 juin 2021. Avec la crise politique et sécuritaire qui persiste, des observateurs sont sceptiques sur le respect du calendrier électoral, alors que des garanties d'un scrutin présidentiel en février 2022 ont été déjà données. À quelques jours des élections générales, la Zambie est sous haute tension. Le scrutin devrait se jouer entre le président sortant Edgar Lungu et Hakainde Hichilema, le chef de l'opposition qui se présente pour la 6e fois. Et le scrutin se tient donc le 12 août. Et à quelques jours du vote, on note une montée des violences malgré un déploiement militaire sans précédent. Nathalie Moore. Malgré le déploiement de l'armée pour amener la sérénité en Zambie, le climat préélectoral reste tendu. 2800 policiers supplémentaires ont été dépêchés dans cette province du pays avec pour ordre d'assurer la sécurité pendant le vote prévu le 12 août 2021. En Zambie, les affrontements se multiplient entre militants du Front populaire au pouvoir et ceux du Parti unifié pour le développement national, principale formation de l'opposition. Les plus violents ont fait 2 victimes le 30 juillet 2021. Connaissant le passé trouble de la Zambie, il sera question de pacifier cet environnement pour éviter une flambée de la radicalité des forces en présence, qu'elles soient gouvernementales ou de l'opposition. Des médias zambiens informent que la campagne électorale de l'opposition est perturbée par les forces de l'ordre. Les déplacements des candidats sont restreints, les militants dispersés à coups de gaz lacrymogène. Selon les autorités, l'opposition bafoue les mesures contre la propagation du Covid-19 lors des rassemblements. L'environnement sociopolitique en Zambie est contaminé par un ensemble de facteurs en présence qui, mélangés, peuvent donner lieu à une cristallisation de l'ambiance sociale avec des répercussions sur la stabilité au sein du pays. Des observateurs craignent une escalade au regard des précédents épisodes électoraux dans le pays. La Zambie est familière des violences préélectorales. C'était déjà le cas en 2016 lors du scrutin remporté à 50,4% des suffrages par le président Edgar Lungu contre 47,6% pour son rival Hakainde Hichilema. Des résultats contestés par l'opposant qui essuyait alors son 3e échec lors d'une élection présidentielle. L'enseignement préscolaire des premières années importantes dans le développement intellectuel des enfants. Mais au Rwanda, seul un enfant sur 4 a accès à l'école maternelle. Des statistiques qui révèlent un réel problème alors que la demande des familles pour l'école maternelle n'a fait que croître au cours des dernières années. Corinne Oné. Alors que les écoles vont bientôt réouvrir leurs portes dans de nombreux pays en Afrique, l'un des défis dans ce secteur au Rwanda est l'augmentation du taux de scolarisation préscolaire en maternelle. Actuellement, les chiffres indiquent que seulement un enfant sur 4 a accès à l'éducation préscolaire, soit 24%. Pour la directrice générale du ministère de l'Éducation, Rose Bagouma, l'enseignement préscolaire permettrait de réduire le taux de retard et de déperdition scolaire.
Nous avons la vision 2030, la vision 2050, la stratégie nationale de transformation et d'autres engagements en matière d'éducation, qu'ils soient régionaux, continentaux ou mondiaux, y compris les objectifs de développement durable. Cette révision de la politique est nécessaire. Ne pas pouvoir fréquenter le préscolaire déstabilise notre système, mais s'ils peuvent suivre le programme de préparation à l'école et ensuite rejoindre l'école primaire au bon âge, ils peuvent terminer le cycle à l'âge et à l'heure prévue. Certains préalables sont prévus par le gouvernement rwandais pour gagner le pari de l'éducation préscolaire. L'augmentation du nombre d'enseignants dans les écoles maternelles qui sont payées par le gouvernement. L'objectif étant de passer de 33 enseignants à 613 avant la fin de l'exercice budgétaire. Aussi, les parents sont invités à participer activement car l'apprentissage commence à la maison. L'État ou les éducateurs pratiquement prend des dispositions pour la création des écoles de formation des enseignants. Les éducateurs doivent améliorer les centres communautaires préscolaires dans les arrondissements et même dans les quartiers et où les mairies pourraient appuyer ces éducateurs. La Convention des Nations Unies sur les droits des enfants de 1989, signée pratiquement par tous les pays du monde, dont le Rwanda, reconnaît le droit des enfants à l'éducation dès la naissance. Afin que ce volet de l'éducation soit véritablement utile, des experts suggèrent qu'il devrait s'appuyer sur des modèles pédagogiques pertinents, une éducation ancrée dans la culture locale, une implication des familles et des communautés, mais aussi des programmes de santé et de nutrition liés au préscolaire. Les autorités tunisiennes ont annoncé ce samedi que les unités de la Marine nationale auraient secouru 283 migrants illégaux en l'espace de 48 heures, annonce faite par les autorités tunisiennes. Les personnes secourues s'apprêtaient à franchir la frontière maritime avec pour direction les côtes italiennes, précise le ministère tunisien de la Défense. Nouveau record du Kenya au marathon féminin des Jeux Olympiques de Tokyo avec un doublé or et argent. Pérez Jepchirchir a été sacrée championne olympique devant sa compatriote Brigid Kosgei, détentrice du record du monde et favorite ce samedi des JO dans sa discipline. Thierry Ndassa. Le Kenya marque encore une fois son empreinte au marathon dames des Jeux Olympiques de Tokyo avec les victoires or et argent des compatriotes Pérez Jepchirchir et Brigitte Kosgei. Dans la matinée du 7 août, Jepchirchir a franchi la ligne d'arrivée après 2 heures 27 minutes et 20 secondes d'effort, sa meilleure performance de la saison. Elle termine en tête d'une course physiquement éreintante à travers les rues chaudes et humides de la ville de Sapporo. Cela fait du bien. Je suis tellement, mais tellement heureuse car nous avons gagné en tant que Kenya. Première et deuxième, je remercie mon Dieu si fort. Je suis heureuse pour ma famille. Je suis heureuse pour mon pays, le Kenya. Vers la fin, j'ai augmenté le rythme et quand j'ai creusé l'écart, je me suis dit, je vais y arriver. Je vais l'emporter. Il faisait si chaud, ce n'était pas facile. Je suis juste reconnaissante d'avoir réussi à gérer ce temps. Au départ de la course de 42 km dans le parc de Sapporo, 88 athlètes étaient en lice. 14 d'entre elles n'ont pas pu atteindre la ligne d'arrivée, parmi lesquelles la championne du monde kenyane, Ruth Chepngetich. Cette médaille d'or de Jepchirchir offre au Kenya son second titre olympique consécutif sur le marathon féminin. Déjà à Rio en 2016, la course longue distance avait été remportée par Jemima Sumgong. Cela n'est un secret pour personne, effectivement, que ce soit les courses de fond et à une moindre mesure de demi-fond, mais encore les courses sur route ont généralement été dominées par les pays tels que le Kenya, l'Ouganda, l'Éthiopie. Cela est tout simplement dû en fait à leur altitude, à leur position géographique qui fait en sorte qu'il y ait de l'altitude dans ces régions, ce qui fait qu'ils ont généralement, j'ai failli dire, un cardio qui est plus développé. En termes d'endurance, c'est plus oxygéné que nous qui sommes un peu plus bas qu'eux. Les femmes kenyanes confirment leur suprématie à l'épreuve du marathon après avoir participé aux 10 éditions du marathon féminin aux Jeux Olympiques depuis son intégration au programme de Los Angeles en 1984. Sur ces 10 courses olympiques, le Kenya est reparti avec l'or à 7 reprises. Mais cette fois, et pour la première fois, il s'est offert le doublé or-argent dans un marathon olympique.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.